Philippe Gabeyran est éducateur spécialisé et docteur en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, il mène une activité de conseil, formation et soutien aux équipes éducatives et soignantes. Il co-dirige avec Daniel Terral la collection L'éducation spécialisée au quotidien aux éditions RS. Samedi 14 mars 2026, Philippe Gabeyran présentait à la librairie Ombre Blanche court traité d'éducation spécialisée publié chez RS en dialogue avec Andrés Atenza, président de l'Institut du travail social Erasme et ancien directeur de l'École supérieure de commerce de Toulouse. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, merci de votre présence à la librairie Ombre Blanche dans ces très beaux espaces, galeries d'art, mais également lieu de conversation, de disputation, de bataille des idées. Et donc, alors, à partir de cette journée, il y aura 4 conférences qui vont se succéder tout le long de la journée. Donc, je vous invite, bien entendu, à fréquenter et rencontrer les auteurs, lire des livres, les acheter, les donner, les offrir. C'est important. Très, très bel ouvrage, édition RS. Très très beau, c'est un bel objet d'ailleurs, cette maison d'édition. Alors Philippe Gabeyran, alors c'est toujours difficile de présenter un ami parce qu'il peut y avoir une sorte de promiscuité. Il dit voilà comme... Alors je vais dire des choses avec trop de vanité pour lui. C'est un monsieur qui est rentré dans l'histoire vraiment de l'éducation spécialisée. Voilà, je vous le dis, aujourd'hui on le cite dans nos écoles de formation, très très belles écoles de formation dans la région Occitanie, je le rappelle, un petit peu de publicité pour notre secteur, voilà, des écoles de formation qui forment des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des assistants familiaux de très très haut niveau et qui interviennent dans les associations du secteur social, médico-social, voilà. Philippe a commencé sa carrière comme éducateur spécialisé, puis ensuite il est allé faire de la science, donc docteur en sciences de l'éducation, 20 ans je crois, plus de 20 ans en tant qu'éducateur, donc il sait ce que c'est que le travail dans le foyer. Et ensuite il a enseigné, il a dirigé même une école, Marvejol, belle école, Marvejol, qui est toujours une école qui fonctionne, et qui diplôme également des éducateurs spécialisés, et beaucoup de publications à son actif. Et donc celui-ci, court traité d'éducation spécialisée, on a l'impression, il le dit, c'est de faire un peu d'épistémologie. Alors le mot, voilà, mais c'est quoi faire d'épistémologie ? Il faut donner à l'éducation spécialisée ses lettres de noblesse et en faire une science, un corpus scientifique de qualité. Ce n'est pas qu'une pratique, une praxis, l'éducation spécialisée. Et l'éducation spécialisée, ce n'est pas la même chose que le travail social. Et donc c'est aussi important. Je voudrais commencer parce que Philippe... Et puis je vous donnerai, bien entendu, la parole, parce qu'il faut interroger, il faut le soumettre à la question, qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il a voulu dire dans ce livre. Alors, tu dis souvent, quand tu as des élèves ou quand tu interviens pour les écrits professionnels, et tu le dis dans ton livre en introduction, faut-il être éducateur ou est-ce qu'il faut... faire éducateur, être éducateur ou faire éducateur, est-ce que ça se fabrique un éducateur spécialisé ? C'est quoi être éducateur ou faire l'éducateur ? C'est pas la même chose. Alors toi, tu as été quoi ? Un éducateur ou tu as fait les... Je pense que moi je suis d'une génération où la question ne s'est pas posée de manière aussi cruciale, même si nous avons hérité de Fernand Deligny. Je pense que Deligny est une figure emblématique qui vous parle, la distinction entre le faire et l'agir. Nous sommes des métiers, une petite précision, excusez-moi, j'hésite, parce que quand je parle d'éducateur, je parle de ce métier qui concerne autant les parents que les professionnels. C'est-à-dire un adulte qui accompagne un autre que lui-même
dans la trajectoire qui consiste à advenir en tant que sujet de soi-même. Hein. Voilà. J'étais à Rouen il y a 2 jours sur une conférence introductive sur la notion d'autonomie, un terme banalisé, alors qu'en philosophie, être sujet de soi, c'est une question centrale. Est-ce qu'encore aujourd'hui, pouvons-nous être sujet de soi? Sommes-nous libres d'être nous-mêmes? C'est une question quand même cruciale. Alors que moi, la question de la distinction entre être éducateur et faire éducateur n'était pas aussi cruciale, sauf qu'effectivement, il y avait une distinction entre faire et agir. Et pour en revenir au métier d'éducateur, le professionnel, pourquoi les éducateurs parlent si mal de leur métier à un moment donné où il est crucial de savoir en parler à nos partenaires, c'est parce que leur métier repose sur la banalité d'un faire qui masque la complexité d'un agir. Je vais donner un exemple. Faire une partie de foot avec des jeunes cas sociaux ou délinquants, ou voire même en situation de handicap, faire une partie de foot, ça paraît absolument banal, ça ne mérite pas de payer des éducs à Bac+3, mais derrière le faire, une partie de foot, il y a quoi? Il y a identifier des coéquipiers, porter un même maillot, apprendre des règles pour des jeunes qui parfois n'ont aucune visualisation de ce que c'est qu'une règle, respecter un arbitre. Vous voyez, donc le faire à manger, faire des toilettes, le faire est banal. Et donc, pour revenir à ta question, il ne s'agit pas simplement de faire éduc, et elle est cruciale à l'époque où on nous parle sans cesse de recommandations de bonnes pratiques, où on parle de protocoles, de procédures qui viennent déposséder les acteurs de proximité de leur capacité d'agir, de leur réflexion sur l'agir. Donc il faut être éducateur. Et je reviendrai sur cette question, elle est compliquée, elle est centrale dans l'ouvrage. Oui, on va y revenir. Et tu le dis déjà d'entrée de jeu dans la page 42, hein, en parcourant la page 42, quand même, dans le faire, l'essentiel de la relation éducative est dans l'anecdotique, du quotidien, c'est-à-dire les petits riens. Et d'ailleurs, tu le répètes, c'est les petits riens. Donc, dans ces petits riens, c'est quoi? C'est faire la cuisine, une relation particulière. Et souvent, quand tu interviens, tu dis à des jeunes éducateurs, pour faire le job que nous faisons en tant qu'éducateurs, le faire et être éducateur, il faut du possible et du disponible. C'est joli ça, hein, du possible et du disponible. Ça veut dire quoi dans ce quotidien, le possible et le disponible? 2 choses dans ce que tu dis. Tu accumules là, il est sévère, Andrés. 2 choses. Les petits riens du quotidien. Tout le monde se focalise sur les parents lorsque ça semble dysfonctionner à l'intérieur de l'institution familiale, et personne ne se questionne sur savoir comment les parents s'y prennent pour pas trop mal s'en sortir avec cette difficile question de savoir éduquer son enfant. Hein. Et on regarde les parents, ils font rien de miraculeux chaque jour. C'est pas des faits extraordinaires. Dans le geste banal qui consiste à se baisser, le papa ou la maman se baisse pour lasser le soulier du petit enfant qui quitte le domicile familial pour la première fois tout seul pour aller à l'école qui est juste à côté, alors que les parents sont morts de trouille. Hein, se lasser est porteur à la fois d'une préoccupation pratique, mais aussi d'une préoccupation toute symbolique. Hein. Oui, je te laisse partir et en même temps je crains de te laisser partir. Voilà. Donc c'est tout petit rien qui finissent par construire le tout de la personne. Ça, c'est ce que j'indique dans l'ouvrage. Cette bascule du tout et du rien, on la retrouve tout au long de notre métier, on la retrouve à plusieurs endroits, peut-être qu'on y reviendra. Après, si tu viens sur la question du disponible, du possible, je suis désolé, hein, vous êtes venu tout seul, hein, on n'est pas allé vous chercher, et à 11h du matin un samedi, se coltiner des trucs comme ça, c'est compliqué. Mais bon... Sache que tu l'as dit dans un livre que tu as publié, Oser le verbe aimer en éducation spécialisée. Oui. Tu l'avais dit cette phrase. Hein. Déjà, oui. Déjà. Mais je pense que voilà, il y a un continuum. Hein. Il y a un continuum. Ouais. Moi, je suis un peu comme Michel Serres, le philosophe, hein, que vous connaissez bien. Il est de la région. Je creuse sans cesse le même sillon. J'approfondis et je remercie les éditions RS et Marie-Françoise de
de me laisser la liberté de creuser le même sillon et de revenir en me déplaçant un tout petit peu. Donc c'est quoi je partirai d'une évidence que chacun d'entre vous connaît en tant que professionnel, et même les parents à l'intérieur de l'espace familial. Le lien, la relation éducative ne se tisse pas entre n'importe quel adulte éducateur et n'importe quelle personne accompagnée. Il y a quelque chose, je vais le dire comme ça, même si j'aime pas ce mot, quelque chose de spécifique qui se passe, qui fait que d'ailleurs, entre professionnels, au sein d'une équipe, on se dit parfois, mais comment tu fais avec lui? Moi, j'y arrive pas, j'ai envie de l'encadrer, enfin bref, je peux pas le sentir. Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut pas dire. Mais voilà. Donc, il y a une spécificité du lien. Et en fin de compte, le disponible et le possible parlent de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes accompagnées, j'utilise ce terme, je pense que vous avez compris, c'est pour visualiser l'ensemble des publics accueillis dans les institutions spécialisées. Les personnes accompagnées, ils identifient tout de suite l'éducateur par le pouvoir qu'il a, les clés pour ouvrir les portes, sa décision de distribuer l'argent de poche, etc. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de trouver dans l'institution, dans les professionnels présents, la personne qui sera capable de se décaler par rapport au paraître de la personne. La personne qui sera capable de s'intéresser à autre chose que ce qui dysfonctionne en lui. Vous savez ? Et c'est ça, c'est une question qui me préoccupait depuis que je suis éducateur, cette question, mais comment ça se passe, cette affaire ? Et il y a quelque chose de l'autre, la personne accompagnée, qui vient résonner et en soi, qui vient faire écho en soi, mais qui vient résonner en soi, et qui fait que l'adulte éducateur, quelle que soit sa fonction d'institution, parvient à faire le pas de côté. Eh bien, c'est ça que j'appelle le disponible. C'est cette capacité qu'a un adulte éducateur de ne pas se focaliser sur ce qui dysfonctionne, pas se focaliser sur les symptômes. Et le possible, alors du coup, ça, c'est l'adulte éducateur qui va le chercher chez la personne accompagnée, en ne le réduisant pas à tout ce qu'il ne peut pas faire, à tout ce qu'il faudrait corriger. Et les recommandations de bonne pratique nous focalisent toujours réinscrire la personne dans le parcours scolaire, dans le parcours professionnel, dans les stages professionnels. Vient nous pousser à investir les aspects dysfonctionnants de la personne. Alors que nous, il faut aller chercher le possible. Les restes de désir à être, qui souvent, puis je te rends la parole, et qui souvent émergent de façon très subreptice dans la relation. C'est au moment où on s'y attend le moins que la personne accompagnée vient montrer cette part de lui-même qui vient nous dire que je peux être ailleurs que là où je me montre à travers mes symptômes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais bon. Non, on va essayer de le pousser. Et d'ailleurs, tu as parlé... Oui, on va pousser un peu la réflexion pour ensuite... Tu le dis dans le livre également, et tu viens de le dire, les bonnes pratiques professionnelles. Alors là, bien entendu, il y a pléthore, les ARS, les agences régionales de santé, les conseils départementaux, les hautes autorités qui nous contrôlent, etc., qui nous tarifient, toutes ces questions. Et tu as parlé de parcours. Il faut s'inscrire dans le parcours de la personne, le parcours de la personne accompagnée. Et pourtant, tu préfères un autre mot, qui est la trajectoire. Et on disait dans notre métier, il y a une trajectoire professionnelle, il y a une trajectoire de vie, il y a la trajectoire du patient. Et pourtant, le mot qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est parcours. Et le parcours, c'est normé. Le parcours, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'imaginaire. Alors, tu défends ça. Est-ce qu'il faut peut-être faire un guide des bonnes pratiques de la trajectoire ? Non. Non, il ne faut pas... Je parle à une assemblée de jeunes, enfin en tout cas bien plus jeunes que moi, à part quelques exceptions, et tant mieux, il faut toutes les générations. Non, j'invite les personnes présentes, surtout si elles s'engagent soit dans le métier de parents, soit dans le métier d'éducateur professionnel, à réfléchir au sens des mots. Effectivement, un parcours, c'est rassurant pour ceux qui sont les garants de l'ordre.
Et nos politiciens sont les garants de l'ordre. Les financeurs de nos institutions sont les garants de l'ordre. Donc, inscrire les personnes dans des parcours, se donner des méthodes d'évaluation quantitatives qui permettent de vérifier que chaque étape du parcours est acquise, comme à l'école, comme dans un parcours professionnel, eh bien c'est rassurant, ces gens-là savent où ils vont. Nous, réfléchir en termes de trajectoire, pour nous professionnels, c'est partager avec des partenaires, familles ou financeurs qui n'y connaissent rien en notre métier, c'est leur partager l'idée que dans notre travail, il faut rester sensible à l'imprévu, à l'incertain. Et ça, l'imprévu aujourd'hui, si nos métiers sont malmenés, je pensais que tu commencerais par ça, mais du coup je vais y venir, si nos métiers sont malmenés, c'est que l'ensemble de la société, dans tous les secteurs, est confronté vers l'illusion, est confronté à une idéologie dont l'illusion consiste à penser que les organisations iront mieux dès lors que nous supprimerons tout ce qui n'a part de l'humain dans l'organisation, dans le fonctionnement. C'est-à-dire tout ce qui va relever de l'imprévu, de l'incertain. Donc la trajectoire, c'est accueillir les possibles. C'est voilà, je vais le dire comme ça parce que je pourrais parler sans cesse. Non, mais il faut. Non, parce que je réfléchissais dans le métro ce matin avant de venir de Gramont à ici. Que l'imprévu ne se loge jamais dans nos inquiétudes par rapport à l'obtention ou pas d'un résultat. Voilà, j'étais mort de trouille ce matin, je ne sais pas pourquoi, que le métro tombe en panne entre Gramont et Capitole et que j'arrive ici en retard. Donc je suis parti bien avec 1 heure d'avance, mais bon, bref. L'imprévu n'est jamais là où on pense qu'il va pouvoir se situer. L'imprévu est là où on ne l'attend pas. Et avec les personnes accompagnées, c'est ça. Il faut de l'imprévu. Il faut être ouvert à l'imprévu quand il va surgir. Et ça vous demande une qualité énorme, de savoir entendre ou voir au moment où on ne s'y attendait pas la dimension imprévue que la personne va nous révéler. Il y a une autre dimension qui est également intéressante, que tu croises. J'ai écrit des choses intéressantes, c'est bien. En citant d'ailleurs, page 46, Henri Maldinet, un grand. Je vous invite à lire, bien évidemment. C'est la question du temps. Il faut parfois du temps dans l'éducation spécialisée ou dans l'éducation tout court. Et Maldinet a cette formule, faire entrer la matière dans le temps. Et donc il faut du temps dans la relation. D'ailleurs tu parles, les relations sont froides, et il faut que ces relations deviennent chaudes, pour que, à travers le temps, comme disaient jadis les philosophes de l'Antiquité, il faut du kairos, Il faut du kairos, ce moment opportun, ce moment de bascule, ce moment de crise pour réussir une relation éducative. Donc la question du temps est importante. Oui, juste une petite anecdote. Je suis désolé, je suis extrêmement bavard, mais j'ai souvent fait rire des collectifs d'étudiants ou de professionnels lorsque je leur disais que, à la fois EduxP, mais menant mes études de philosophie, puis des sciences de l'éducation, je passais des nuits à lire des ouvrages auxquels je ne comprenais rien. Un étudiant, quand il ne comprend pas, son réflexe, c'est de reposer le bouquin, puis 15 jours après, de le ramener à la bibliothèque sans l'avoir. Or, dès qu'on n'y comprend rien, c'est là où ça commence à être intéressant. Donc cette formule de Maldinet, j'ai mis très très longtemps à la comprendre. Elle est énigmatique, hein ? Oui, et voilà ce que j'en comprends aujourd'hui. Ce qui n'était pas la même chose de ce que j'en comprenais il y a une vingtaine d'années en arrière. Là encore, je bouscule les professionnels lorsque ils m'interpellent et me disent « Mais Monsieur Gabeyran, nous n'avons plus assez de temps, en sous-entendu, assez de temps à consacrer à l'essentiel de notre métier, la relation avec les personnes accompagnées. » Je vous vois secouer la tête, merci. Ça, comme ça me conforte. Et moi, je leur dis, j'engage la réflexion, de dire, vous n'avez pas, un éducateur n'a pas à avoir le temps. Un éducateur a à être le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Un éducateur, qu'il soit parent ou soit professionnel, moi, en tant que parent, je pense n'avoir jamais eu assez de temps dans l'idéal de ce que je pensais être le temps que je devais consacrer à mes propres enfants. Mon épouse, Fabienne, formidable, lorsque j'ai soutenu ma thèse de doctorat, m'a dit comme ça de manière très très gentille et très très juste, je ne sais pas si tu sais, mais ton fils Guillaume t'a toujours vu de dos, sous-entendu, toujours te vu à ta table de travail. Donc nous avons, nous, éducateurs, maintes raisons de consacrer notre temps à des urgences qui sont d'autant plus urgentes qu'elles ne sont pas urgentes. Ça va, j'ai tout compris ? Ouais. Alors et donc avoir le temps, c'est pas ça la préoccupation. Qu'est-ce que c'est que être le temps ? Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire par là, tellement c'est évident. Il m'a fallu 20 ans pour trouver la clé d'une évidence. Être le temps, c'est avoir ces instants dans lesquels ce qui se partage entre la personne accompagnée et l'adulte éducateur est tellement fort qu'il vient faire trace dans la mémoire de la personne accompagnée. Vous me suivez ? Ça paraît banal, mais faire entrer la matière dans le temps, être le temps, c'est d'aider à comprendre la personne accompagnée que la vie n'est pas une succession d'instants, mais que la vie, lorsque ces instants sont investis, reste en mémoire. Et ce qui est compliqué, c'est que très souvent, les personnes accompagnées viennent vous voir, ou vos enfants viennent vous voir et vous disent « Tu te rappelles quand on a fait telle et telle chose ?» Pour nous, c'est complètement anodin, c'est oublié, alors que pour eux, c'est resté en mémoire. Et Michel Benaïm, qui est une auteure publiée par ARS, m'a aidé à comprendre, mais là aussi c'est un ouvrage, j'en ai barré pour aller jusqu'au bout. Elle m'a aidé à comprendre, c'est pas elle qui le dit comme ça, mais elle m'a aidé à comprendre le fait qu'il y a des personnes pour lesquelles la vie fait des histoires sans jamais parvenir à faire une histoire. Vous savez, c'est ce juge pour enfants qui va dire à un gamin qui passe pour la 30e fois devant lui, mais ça t'a pas servi de leçon la dernière fois ? Eh ben non, ça peut pas, parce que l'instant, il n'y a que l'instant qui existe pour ce gamin. Et nous, notre travail d'éduc, c'est de les aider à créer du maintenant. Allez lire ça dans mon bouquin pendant une nuit. Ça va ? Ça va très bien. Ça marche ? Oui, ça marche très bien. Nous avons à être le temps. Être le temps. Maldinet avait raison, mais c'est une formule absconne. Hein. C'est vraiment, génial d'ailleurs, Maldinet. Je le dis, les éditions Millon à Grenoble sont en train de republier un certain nombre de textes, conférences de Maldinet. C'est vraiment un très 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 grand bonhomme. Tu avais dit dans le livre que tu avais écrit, Oser le verbe aimer en éducation. C'est pas celui-là qu'on vend aujourd'hui. Non. Ah bon. Mais tu le redis dans celui-ci, du court traité d'éducation spécialisée, tu reviens, tu insistes encore une fois, il faut savoir aimer. Et surtout, petite expérience de professionnel, il faut évoquer, peut-être vous l'avez partagé, vous avez vu ce qui se passe à Paris sur le scandale autour des activités périscolaires. C'est abject ce que l'on fait aux enfants. Mais voilà ce qui se produit aujourd'hui, où on a des assistantes maternelles ou autres qui continuent à fréquenter et à accueillir des enfants de 3 ou 4 ans. Et voilà le verbatim de ces professionnels aux parents. Oui, le petit a pleuré, mais on n'ose plus lui faire un câlin. Donc c'est terrible ça. Donc ça veut dire qu'on n'ose plus aimer les enfants. C'est ça qu'il faut entendre comme ça. La société et les protocoles ou les difficultés, parce qu'il y a des prédateurs autour de nous, le métier d'éducateur, d'assistant, de jeunes enfants, éducateur de jeunes enfants, là, devient impossible. On ne peut plus faire ce métier. Donc on ne peut plus mettre l'enfant qui vient mettre la tête sur ton épaule, il y a de la suspicion. Que dit l'éducateur
et l'intellectuel que tu es de l'éducation spécialisée? C'est-à-dire que tu nous ramènes sur un sujet extrêmement complexe qui avait fait l'objet de Oser le verbe aimer en éducation spécialisée. Je veux bien y revenir, mais je vais y revenir par la toute petite porte. C'est que aucun être ne peut advenir au sens de ce qu'il le fait être si, dans sa trajectoire de vie, il ne rencontre pas le regard d'un autre que lui-même, qui va lui porter une intention telle, une affection telle, que c'est ce regard qui va l'aider à grandir. Personne ne peut grandir sans amour, sans affection. Et lorsque j'ai écrit Oser le verbe aimer en éducation spécialisée, effectivement parce qu'il y a des confusions entre... bien sûr que le aimer dont il est question ici n'est pas le baiser, n'est pas le abuser la personne accompagnée. L'aimer dont il est question ici, c'est cette qualité de regard porté sur l'autre qui vient lui faire comprendre qu'il est digne d'être investi, qu'il est digne d'être accompagné, d'être porté dans son devenir. C'est ça le sens du verbe aimer. Que dans notre quotidien à nous extrêmement complexe, nous sachions rester disponibles à l'autre pour l'accueillir dans nos bras, pour s'asseoir au coin d'un lit pour un tout petit qu'on doit coucher et qui a peur de la nuit, qui a perdu son doudou, qu'on puisse dire tu à une personne, qu'on puisse lui faire la bise, qu'on soit ouvert à toutes ces banalités-là sans qu'il y ait d'ambiguïté dans le tu prononcé ou l'acte posé. C'est ça. Si effectivement la personne qui commet l'acte a des intentions qui ne sont pas respectueuses de la personne, c'est vrai qu'on est embarqué dans quelque chose qui est condamnable, et heureusement aujourd'hui qui est condamnable. Oui. Donc aimer un enfant, ça ne veut pas dire abuser cet enfant. Enfin, aimer une personne accompagnée, c'est pas l'abuser. Ouais. On continue à parcourir, on arrive quand même au fond, parce qu'avec ce traité, ce court traité, tu utilises le sémantique philosophique, hein, un traité de philosophie, un traité politique, un traité d'éducation spécialisée. Page 119, tu dis « fonder une science de l'éducation ». Tu veux, à travers ça, poser les bases d'un corpus scientifique. L'éducation spécialisée a besoin de ce corpus scientifique, de se doter d'un langage, tu le dis plus loin, à la page 153, se doter d'une langue d'éduc. Et donc, ce n'est pas simplement parce qu'on est un métier de parole, l'éduc parle, à travers le logos, comme disent les philosophes, on peut transformer le réel. Et tu utilises la langue en disant il faut se doter d'une langue scientifique, de ce corpus, pour faire de l'éducation spécialisée une véritable science. Et il faut qui est en fait une science humaine. Pourquoi une science ? Parce que la science est ce qui permet la discussion, c'est ce qui permet l'argumentation, c'est ce qui permet de pouvoir débattre autour d'une table entre personnes qui forcément n'ont pas le même point de vue sur le sujet dont il est question. En réunion d'équipe, il est tout à fait logique, et même à l'intérieur de l'espace familial, nous savons tous combien le premier objet de dispute entre les deux parents, c'est les enfants. Donc, parce que chacun a sa sensibilité propre et chacun a un regard spécifique. À partir de cette différenciation des points de vue, il faut parvenir à construire un espace d'échange sécurisé. Il faut, je m'adresse encore aux jeunes, là, il faut que cesse le fait que dans la plupart des établissements avec lesquels je travaille, j'ai le plaisir de rencontrer les équipes, cesse de se dire que le jour où il y a la réunion d'équipe, les gens vont travailler avec la boule au ventre parce qu'ils savent qu'ils vont avoir à exposer des arguments qui vont rencontrer en face parfois des attitudes contradictoires. Donc la science, c'est ce qui permet l'échange des arguments. Je retiens, j'ai mis une page spécifique parce que Philippe Mérieux nous alerte avec justesse, hein, il le dit dans un ouvrage publié chez RS, là aussi le dialogue entre Xavier Boucheroux et puis Philippe Mérieux, excellent ouvrage, hein, mais il nous dit la science ne doit pas être un scientisme, c'est-à-dire que cette science dont il est question ici, elle ne va pas nous dicter des pratiques.
Sinon, on fait le même boulot que l'ARS et on accumule des recommandations de bonne pratique et le scientisme ne vaut pas guère mieux qu'une morale du travail. Donc, c'est quoi cette science ? Je vais d'abord la définir et puis en dire ensuite qu'est-ce qu'elle exige. C'est ce que j'appelle, moi, la science des limites de l'homme. Limite non pas en tant qu'interdit, limite entre toutes ces espaces de frontières que chaque être doit construire pour advenir en tant que sujet de lui-même. Alors il y a un passage qu'il va falloir que je continue à creuser, mais qui est intitulé « Les 4 points cardinaux de l'être », ce que je considère comme étant les 4 points cardinaux de l'être. La personne advient en tant que sujet d'elle-même à partir de la construction de 4 rapports. Le rapport entre le dedans et le dehors, donc l'inscription dans l'espace. On n'a pas le temps ici de disserter là-dedans, mais il y a un travail énorme à faire pour inscrire la personne ou l'aider la personne à se réinscrire dans l'espace. Le rapport au temps, qui revient encore une fois, le rapport entre l'avant et l'après, et nous savons combien un événement traumatique vient complètement perturber ce rapport-là, y compris celui. Donc l'inscription dans le temps, deuxième point cardinal. Le troisième point, c'est le derrière et le devant. Je me marre parce que j'ai encore fait rigoler une assistance à Rouen là, mais derrière et devant, qui est l'inscription dans l'imaginaire. Le jeu du cache-cache chez l'enfant est très important. Quand mes petits-enfants me disent « Pépé, on joue à cache-cache », je dis « Bah oui ». Quand ils me disent « Pépé, c'est toi qui comptes », bah oui, bien sûr. Pépé, au cas où j'aurais pas compris, dès que tu as fini de compter, tu viens nous chercher, on est derrière le rideau. Hein, le derrière, le devant. Comment on construit le fait de faire en sorte que le ne plus être vu, ne plus être visible, n'expose pas à l'angoisse du disparaître. Vous voyez, il y a des trucs extraordinaires là-dedans, parce que la réflexion sur la fugue, elle doit nous ramener vers ces questions-là. Et puis le quatrième point cardinal, c'est le rapport entre le dessous et le dessus, l'inscription dans le symbolique. Voilà. Donc cette science, c'est comment l'être se construit à partir de ces points cardinaux et comment les événements traumatiques viennent les perturber. Alors, qu'est-ce qu'elle doit permettre, cette science ? D'abord, se mettre d'accord sur la finalité. Et là encore, je ne vais pas être... Effectivement, tu disais, je suis tout seul à prêcher, mais ça ne fait rien. C'est pas parce que je suis tout seul et que les autres sont nombreux que les autres ont forcément raison. Hein, mais je tiens à la distinction entre travail social et éducation spécialisée. Tant que nous n'aurons pas statué, tant que nous ne mettrons pas d'accord sur la distinction à opérer, il y aura confusion dans la réflexion. Pour nos commanditaires, nos institutions, elles doivent veiller à faire en sorte que les personnes accueillies, quelles qu'elles soient, se réinscrivent dans un parcours citoyen. La société inclusive est en train de nous dire qu'il faut que les personnes se réinscrivent dans un parcours citoyen. Et un parcours citoyen, c'est un parcours qui est construit sur le modèle normé, une fois encore. Qu'il puisse y avoir d'autres possibilités, d'autres trajectoires, d'autres modes d'aide. Pour l'instant, pour nos financeurs, ce n'est pas leur préoccupation. C'est là. Donc nous, travailleurs sociaux, nous sommes appelés à répondre à la commande sociale, à nos financeurs. Alors que théoriquement, nos métiers, c'est d'abord de prendre en considération les personnes, leur bien-être à eux. Donc vous voyez, sur la finalité déjà de ce qu'est l'éducation spécialisée, il y a un débat à avoir dans notre secteur. Le deuxième point intéressant d'une épistémologie ou d'une science, c'est qu'elle va nous amener à penser la logique, à définir la logique qui nous aide à penser. Excusez-moi, je vais essayer de faire ça va être très caricatural ce que je vais dire parce qu'on a très peu de temps, mais je pense que l'ouvrage rentre plus précisément là-dedans. Dans la plupart des domaines d'activité, les catégories, c'est-à-dire les mots qui aident à structurer la pensée sont de type binaire. C'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas d'entre-deux possible. C'est bon ou c'est mauvais. C'est beau ou c'est laid. D'accord ? Ça marche ? Dans nos champs spécifiques à nous, ces catégories binaires ne fonctionnent pas. Un gamin peut vous raconter un mytho en étant persuadé que ce qu'il vous raconte est parfaitement vrai. Et il a besoin de cette certitude-là. Donc vrai, faux, ça ne fonctionne pas. Il nous faut d'autres catégories.
Et je dis dans le bouquin, j'amène à penser, il nous faut des catégories telles que vraisemblable, probable, justifiable, enfin des mots qui sont construits avec la racine, c'est un verbe, et le suffixe étant able, et ce suffixe, nos partenaires ne peuvent pas les accepter parce que c'est des suffixes qui acceptent le mouvement, qui acceptent l'incertitude. Mais nous, on sait que le vrai doit être vraisemblable, sinon on ne le croit pas. Eh ben oui. C'est ça. C'est une évidence pour nous, mais pour nos partenaires, et y compris parfois pour des familles qui sont en difficulté, des familles des personnes accompagnées, effectivement, il n'y a pas d'entre-deux possible, il n'y a pas ce mouvement possible. Eh ben, si l'éducation spécialisée ne maintient pas ce mouvement possible, elle perd sa substance. Et tu cites Condillac, la page 153, en disant « Il n'y a de science que d'une langue bien faite ». Et c'est bien, c'est Condillac qui dit ça. Il faut donc une langue bien faite, avec les catégories qui permettent, bien évidemment, de construire ce corpus scientifique. Oui, et puis même plus que ça. Alors là, mais sauf qu'on sait que le langage est une source de malentendu. Wittgenstein dit bien, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Un langage tronqué, un langage médiocre me donne un monde médiocre. Un langage peu précis me donne une réalité qui sera, elle, tronquée, une illusion. Nous sommes beaucoup à citer sans cesse la phrase d'Albert Camus, mal nommer les choses participe à accroître le désordre du monde, c'est sûr. Mais de manière simple, l'exigence d'une langue spécifique pour notre métier, vous allez la comprendre. Être père et mère, c'est pas la même chose qu'être papa et maman. Moi, je fais partie d'une génération où on nous interdisait d'écrire papa et maman dans un texte. Père, mère est du côté de la fonction de mettre au monde un enfant, géniteur, de concevoir un enfant, mais il n'y a pas de passage naturel du statut de géniteur à la fonction de parent. Beaucoup de parents, beaucoup de pères, mères ont beaucoup de difficultés, voire d'impossibilités à accéder à la fonction de papa, maman, d'avoir cette présence suffisamment sécure qui permet à l'enfant d'advenir à lui-même. Donc, vous voyez, les mots ont un sens. Un autre plus que vous comprendrez, punir, ce n'est pas sanctionner. Punition et sanction sont pas synonymes. Vous prenez les dictionnaires, ils sont dans la plupart des dictionnaires synonymes. En éducation spécialisée, les deux mots ne sont pas synonymes. Cadrer, qui est un mot très à la mode, qui nous est imposé par nos partenaires, cadrer n'est pas la même chose que contenir. On n'a pas à cadrer les personnes accompagnées, on a à mettre en place un environnement contenant. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'il nous faut une langue spécifique. Alors, par rapport à la modification et les référentiels, tu as été enseignant, formateur, tu as dirigé une école. Récemment, le référentiel des diplômes a évolué suite à un travail du Haut Conseil, un travail social, et donc on a aujourd'hui un tronc commun pour nos métiers, assistant social, éducateur, moniteur éducateur spécialisé. Quel est ton regard de cette réforme? Tu veux me mettre en colère? Oui. Tu veux que je m'en aille? Oui, non, mais c'est surtout pour bien vendre le livre, quoi, parce qu'il faut que les gens disent oui, il faut lire ça, quoi, pour modifier. Je sais Parce que j'ai l'impression que tout est joué, que ça s'impose à nous et que l'ensemble, on discute souvent, que l'ensemble de nos syndicats, de fédérations, autres qui défendent l'éducation spécialisée, ceux qui sont présents dans les établissements spécialisés, IME, ITEP, des maisons d'enfants à caractère social, on a laissé faire, quoi. Donc, il n'y a pas eu véritablement un débat d'idées sur ces questions. Ou alors, le livre est sorti trop tard, il aurait dû sortir plus tôt. J'en sais rien, mais si tu veux, de la même manière, ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation spécialisée et l'autre champ, le travail social, je les différencie, est du même process et de la même logique que ce qui sert à détruire l'hôpital, qui sert à détruire l'éducation nationale. Et puis même là aujourd'hui, je suis en train de faire le lien, c'est la même logique qui a procédé à la destruction du monde de la paysannerie pour aller vers le monde de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire, tu vois, l'accumulation de normes. Donc,
Aujourd'hui, l'ultime réforme qui effectivement vient de fusionner les métiers de niveau 6, éducateur spécialisé, AS, assistante sociale, éducateur technique spécialisé, conseiller économique, social et familial, et j'en oublie un cinquième, en une seule profession. Il faut distinguer métier et profession qui est travailleur social, et en réduisant la formation, c'est l'ultime étape d'une destruction systématique de notre champ d'activité, c'est clair. L'avenir du métier, tu me disais que je suis rentré dans l'histoire. Non, je pense pas, parce que l'histoire, elle est à construire. C'est les jeunes qui sont là qui vont la construire. Effectivement, ce court traité, c'est peut-être alors là où je vais peut-être paraître très orgueilleux, ce court traité, moi, il n'a qu'une seule ambition, c'est de fournir aux jeunes qui rentrent dans le métier un autre discours possible que celui qu'ils vont être amenés à entendre dans des institutions de formation. Et je sais qu'il y a des institutions de formation où la lecture de mes bouquins est interdite, et puis il y en a d'autres qui maintiennent encore l'esprit de cette voie-là. Peut-être que le futur centre de formation, ce seront les éditions RS. On va continuer. Moi, j'ai trop parlé. Elle dit non, ma Marie-Françoise, elle a raison. Alors, moi, j'ai trop parlé, et moi, j'aimerais maintenant laisser la parole à nos amis ici présents, des anciens, des jeunes diplômés ou futurs diplômés. Alors, j'ai le micro, donc je vous invite à interroger Philippe. Vous avez vu qu'il est prolixe, il prend la parole avec envie. Je me lève, donc c'est une invitation à la prise de parole. Chers collègues, vous souhaitez peut-être... parce que souvent, c'est lui qui interroge en examen. Donc là, maintenant, vous pouvez l'interroger. Madame, je vous passe le micro, et puis ensuite, je... Bonjour. Bon, moi, je me sens un peu en décalage. Véritable dinosaure atypique de l'éducation spécialisée. En résumé, voilà, j'ai commencé en 68... au moment où il n'y avait pas de formation en cours d'emploi, et j'ai participé avec le mouvement Peuple et Culture à la formation en cours d'emploi, c'est-à-dire que nous étions une profession militante et on prétendait faire avancer les institutions, rien que ça. Et bon, dans le concret, dans la pratique... pour ma part et pour les collègues de l'époque, on a quand même très vite compris qu'on n'allait pas sauver le monde. Et à partir de là, comment se posait la relation vis-à-vis des institutions ? On a compris qu'en tant qu'électron libre, on pouvait vraiment rien faire. Comment être dans une institution le moteur de, j'aime pas beaucoup le mot prise en charge, mais le moteur de l'évolution des personnes dont on a la charge dans les institutions. Et ça, pour moi, là aussi, avec des collègues, on a quand même compris que il nous fallait un peu des références, il nous fallait nous identifier, entre guillemets, à des penseurs, pour arriver à être un peu au-dessus des faits que nous imposaient les tout jeunes, les bébés, ados, etc. Tous les gens dont je me suis occupée en 45 ans, ça fait beaucoup, pour être, comment dire, une marche vers un désir, vers un épanouissement, et non être dans la politique de l'objectif résultat. Qui nous a quand même été après aussi beaucoup demandé par nos politiques. Mais l'institution, elle doit continuer à vivre. Et l'éducateur spécialisé dans l'institution, quelle qu'elle soit, il faut qu'il arrive à trouver son créneau. Et donc, il lui faut un peu des associés, parce que tout seul... Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe au niveau des syndicats, comment ça se passe au niveau des directeurs d'établissement, dans quel créneau est-ce qu'on peut réfléchir en dehors des réunions institutionnelles, pragmatiques, et voilà un petit peu la question. L'éducateur spécialisé et l'institution. Philippe, alors, réponse d'abord. C'est compliqué, elle est allée te chercher, là.
C'est-à-dire que ce qui est compliqué, enfin pour nous tous, c'est de parvenir à comprendre ce qui est en train de se jouer à travers le chaos à laquelle nous sommes en train d'assister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un effondrement. Au niveau sociétal, il y a une accumulation de crises qui sont plus des crises, parce que lorsque les crises durent aussi longtemps, c'est que c'est plus... La crise, c'est l'instant de la résolution, donc c'est le terme de crise n'est pas justifié. Je pense que, pour moi, je m'appuie sur d'autres penseurs, Gérald Bronner à l'occasion, nous sommes les témoins et les possibles acteurs d'une apocalypse. L'apocalypse n'étant pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Il est clair que la façon dont c'est structuré, et de manière très bienveillante, le secteur de l'éducation spécialisée du travail social est appelé à évoluer. Et il faut trouver à nous quels sont les outils ou quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour évoluer vers un autre monde possible sans renoncer aux valeurs fondatrices de nos métiers. C'est ça l'intérêt, qu'est l'intérêt. Alors, je reprends les termes que vous avez utilisés. Dans une perspective humaniste qui est la mienne, dans la vision humaniste de l'éducation spécialisée, je dis aux éducateurs, je dis aux professionnels, vous êtes des personnes qui êtes productrices, vous dégagez, votre action dégage une plus-value. C'est des termes qui ne m'appartiennent pas à notre champ, mais qui appartiennent au champ de l'économie, mais dont il faut savoir investir en une manière. C'est-à-dire que si la personne accompagnée est dans le mieux-être, qu'est-ce que ça veut dire le mieux-être? Elle n'a peut-être pas encore rejoint le parcours traditionnel, mais déjà son mode de rapport à elle-même et aux autres est plus apaisé, est moins dysfonctionnant, manifeste moins de passage à l'acte. J'en reviens à cette notion d'objectif et de résultat. Nous devons accepter et défendre l'idée que, même si nous ne parvenons pas à ce que le commanditaire ou la société évalue comme étant le bon résultat à atteindre, ce à quoi nous parvenons est bien aussi un résultat. Je ne sais pas si je suis clair là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... nous sommes dans un moment crucial où il ne faut pas forcément être critique par rapport à un certain nombre de matériaux qui ne seraient pas de notre domaine spécifique à nous, mais qui peuvent nous être utiles. Voilà. Nous sommes très interrogés en ce moment aux éditions RS sur le surgissement de l'intelligence artificielle dans nos métiers. On voit bien effectivement comment, et je l'ai vu sur l'intervention auprès d'un groupe de professionnels, la quasi-totalité dans les institutions utilise l'IA aujourd'hui sans avoir conscience des risques et des conséquences que ça peut avoir sur une pratique. Mais pour autant, je suis persuadé, et c'est pour ça que nous avons publié l'ouvrage d'Adrien Guioni sur l'intelligence artificielle, je suis persuadé que cet outil-là peut apporter dans la recherche de l'efficacité, dans la recherche d'objectifs et de résultats à atteindre. Mais il faut que nous puissions savoir l'utiliser. Et il faut que nous en comprenions le sens. Vous voyez donc, ce que je suis en train de dire, moi là, puisqu'il y a des associations aujourd'hui qui sont au bord de la faillite, on pensait ça inimaginable. À Montauban, j'ai appris hier par une ancienne étudiante qu'il fermait, que la protection de l'enfance fermait 2 services d'accompagnement. Donc nous sommes dans un monde qui se transforme et il faut parvenir à continuer à faire vivre nos métiers. Merci pour répondre. Merci madame pour votre question et réflexion. Y a-t-il dans la salle une autre prise de parole, notre envie d'aller percuter la pensée de Philippe? Oui, là, je sens que vous frissonnez là. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Alors personnellement, moi, je suis étudiant en 3e année d'éducateur spécialisé, donc bientôt fini. Dans une très belle école. Hein. Oui, à Inkipit.
Et c'est vrai qu'on se pose du coup beaucoup la question par rapport à cette réforme du diplôme et à ce tronc commun qui va être mis en place. On rencontre dans les différents stages le terme de travailleurs sociaux et personnellement je suis assez d'accord avec ce terme parce qu'effectivement vous parlez dans votre livre entre être et faire éduque et il y a des personnes qui font éduque tous les jours mais qui ne le sont pas dans leur être et à contrario des personnes qui n'ont pas le statut d'éducateur spécialisé ou des diplômes qui peuvent mais qui le sont eux, par contre, dans leur être. Donc, effectivement, dans la pratique, on peut rencontrer des personnes qui ne sont pas attitrées éduques, mais qui le sont dans... Voilà. Comment s'adapter à ces changements qui sont obligatoires pour nous, hein. On n'a pas trop la main mise dessus. Et effectivement, ce terme permet de mettre dans la boucle des personnes qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Donc, mais comment garder notre identité, notre histoire, notre spécificité aussi du diplôme. Voilà, on n'a pas le choix, on est en train d'y aller, mais comment y aller de la bonne manière? Philippe. On n'a pas le choix. Si vous avez le choix, vous avez le choix de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ce terme. Vous me dites là tout de suite, je vais vous balancer le poteau à la figure, que vous êtes assez d'accord avec ce terme. Bon. Moi, je vais essayer de vous montrer en quoi ce terme est en train de subrepticement détourner ce qui fait le sens de nos métiers vers une autre profession qui n'est absolument pas celle dans laquelle je me reconnais. Ça, c'est clair. Donc, je choisis. Ce que nous ne pouvons pas faire, pour l'instant, c'est que nous ne sommes pas assez puissants, pas assez cohérents, pas assez adossés à un discours de nature scientifique pour pouvoir démonter ce discours qui nous est imposé. Je suis toujours clair dans ce que j'énonce, je fais des grands tours, si vous voulez. Hein. Je vais partir d'un symptôme fort, d'un signal d'alerte fort. Vous prenez la définition du travailleur social telle qu'elle a été reconnue par les instances internationales, chose qu'on nous balance sans cesse à la figure, vous n'y verrez pas le terme de clinique dedans. Le terme de clinique a disparu. Or, j'entends tous les acteurs professionnels me dire que la clinique est une dimension essentielle de nos métiers. Si nous acceptons que cette dimension essentielle disparaisse de la définition, nous rentrons de plein pied dans le sens dans lequel veulent nous amener ceux qui nous conduisent tout doucement à intégrer la notion de travailleur social. Ça, c'est le premier point. Alors, clinique, si vous voulez, on en parle après, hein, parce que l'ouvrage, j'en consacre un chapitre là, à ça. Hein. La clinique, c'est, selon Michel Foucault, hein, naissance de la clinique, c'est cet exercice qui consiste à passer du voir au savoir. Du voir les symptômes à travers le comportement des personnes accompagnées, au savoir la compréhension des causes de ces symptômes. Si notre métier consiste toujours à nous dire que le symptôme n'est pas simplement un signe de dysfonctionnement, mais un langage qui vient nous dire quelque chose de l'être de la personne. Donc il faut apprendre à décoder ce langage. La clinique, c'est ça. Qu'elle soit médicale ou qu'elle soit éducative, la clinique, c'est tout le travail extrêmement compliqué que nous sommes appelés à faire pour pouvoir passer de la résonance RE au symptôme, tout à l'heure ce que je disais, la part affective, la RE, à la résonance RAI. Dernier point pour votre question, parce que votre réflexion, elle est, hein, je suis sur LinkedIn et je participe à quelques discussions. J'entends beaucoup de gens dire, mais moi, assistant social, je suis assistant social, de profession, de statut, je suis assistant social. Et dans mon exercice quotidien, il y a des moments où je suis du côté du travailleur social, et il y a des moments où je suis du côté de l'éducateur. Donc, moi, je rejoins fortement Michel Chauvière là-dessus, sur l'insistance qu'il faut aujourd'hui apprendre à différencier profession-métier. Hein, rien n'empêche, quand je parle, moi, d'éducateur, c'est cette qualité de présence auprès de la personne accompagnée qui l'aide à se déplacer dans son rapport à elle-même
et au monde. Peu importe son statut. Nous le savons tous, un surveillant de nuit, un homme d'entretien dans une institution peut avoir une dimension éducative et c'est pas sa profession. On a répondu à votre question. D'ailleurs, oui, il y a de la clinique dans cet ouvrage, oui, et c'est rempli oui. à travers les exemples. Mais oui, merci. Attendez, je te coupe la parole. Oui, merci. vas-y. L'ouvrage est dense, mais je pense qu'il est facile à lire. Hein, parce que il est balisé, tu viens de le dire, merci. Il y a une quinzaine de cas, de situations. Ce qu'on appelle de situations. Donc ça allège quand même. Voilà. Hein, c'est pas du pudding hein, que je. Et ce sont des situations dans lesquelles il y a ce regard clinique, tu sais, à voir. Ah ouais. Mais en même temps, et tu ne le prononces pas, en tout cas j'ai essayé, tu ne prononces pas, parfois il faut faire y compris de la phénoménologie. Et tu n'emploies pas ce terme. Tu te rends Tu ne compte, l'as pas utilisé. Alors que tu es vraiment dans le travail que nous faisons, y compris dans la relation aux soins. Il y a une éthique du soin, comme il y a une éthique. Il y a de la phénoménologie. Là, je serais plutôt proche de Lévinas, quoi. Mais pourtant, tu ne le cites pas non plus. Là, c'est un autre livre. C'est une invitation à un autre livre. Non, pas du tout. Pas du tout, je vais te dire pourquoi. Déjà, rien que l'usage du terme épistémologie. C'est une insulte. Oh, dans notre champ, ça paraît soit de l'orgueil, soit du baratin. Je rigole, mais j'ai la chance encore. Enfin, moi, ce qui me fait être là, c'est apprendre tous les jours à travers les rencontres telles que ce matin. Mais il y a une quinzaine de jours, j'étais auprès d'un groupe de professionnels d'un centre éducatif fermé. Il y aurait tout un discours à voir là, hein, avec notre Darmanin qui ferme les CEF et on voit celui de Montauban qui est en danger, mais alors qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait. Oui, mais je sais, vous avez raison, mais on en débat tout à l'heure, je reste. C'est ouvert. Hein. Mais c'est vrai que je travaillais, et parmi le groupe de professionnels présents, il n'y avait aucun formé, aucune personne formée, parce que aujourd'hui les éducateurs ne veulent plus aller travailler auprès des jeunes délinquants, alors que... Si, merci. Il y en a, là. On vous remercie d'ailleurs. Je retire, je me donne une clap. Mais j'avais quand même raison, parce qu'il n'y a plus de jeunes éducateurs, mais il y a plein de jeunes éducatrices qui veulent continuer à aller travailler. Je vais changer le genre. Ouais. Et j'ai eu cette discussion, M. Gabéran, est-ce que c'est bien nécessaire, ces discours théoriques, tous ces concepts, pour venir travailler dans notre secteur? Donc effectivement, on voit encore comment le secteur parfois traîne cette vieille réticence à l'égard de tout ce qui pourrait être savoir théorique. Donc j'utilise pas le terme phénoménologie, mais Lévinas, Ricoeur sont effectivement des points de repère hein, pour nos pratiques. Quand vous êtes là, je vais vous passer la parole. Là. Vous travaillez en CEF? Ah oui, voilà. UHC. Bon, allez. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur... Non, nous, on s'est questionné lorsque vous avez abordé la réflexion autour des mots, des textes, et justement tout ce qui est très contenant et de plus en plus réglementaire, parce que nous, à la PJJ, on est vraiment confrontés à une temporalité judiciaire déjà dans toute la procédure pénale des jeunes, mais c'est le temps durant lequel nous on intervient en tant qu'éducatrice. Le temps judiciaire n'est pas le temps des jeunes, et c'est ça qui est compliqué et paradoxal. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est on est de passage, on plante des graines, et après c'est plus tard que les jeunes prennent conscience. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment contraints par ce temps judiciaire dans notre accompagnement qui peut être court. Et par toute la législation aussi. Maintenant, nous, on est confrontés à la réforme. Là, maintenant, ça va être des UGPE. C'est difficile, notre accompagnement auprès des jeunes. Et on nous demande paradoxalement d'être dans de la contenance éducative et du faire avec, prendre le temps, alors qu'on est empêché par toutes les directives qu'on a autour. Est-ce que tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué cette notion... On va lui répondre. Oui.
est-ce que tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué très brièvement cette notion de être le temps, c'est venu résonner en vous, ça a parlé un tout petit peu? Je vais vous dire pourquoi. Je reprends la métaphore que vous utilisez, qui est très juste, Philippe Mérieux l'utilise, celle de la graine semée. Il est clair que vous, aujourd'hui, la PJJ, j'ai la chance de travailler beaucoup avec la PJJ, sur les différents secteurs, vous êtes aujourd'hui placé sur des injonctions paradoxales. Et vous voyez, on va revenir sur cette différence que je fais entre profession, métier, travail social et DUXP. C'est-à-dire que le commanditaire attend des résultats qui sont conformes aux normes que lui, il a, la représentation que lui, il a de ce que peut être un résultat. Un jeune qui passerait par un UHC, s'il sort au bout de 6 mois, mettons, il faudrait qu'il soit, à la sortie de 6 mois, qu'il ait réintégré un parcours scolaire, un parcours professionnel. C'est des conneries. C'est des conneries, nous le savons. Alors effectivement, pour vous, voilà, ce qui est dur, c'est cette fracture entre ce qui est attendu par la commanditaire et ce que vous mettez en œuvre. Et moi, je vais revenir là. C'est une piètre consolation que je vais vous en... Mais si un jeune qui arrive chez vous, c'est quoi votre prénom? Moi? Oui. Chani. Chani. Si un jeune arrive dans l'UHC et que cette rencontre entre le disponible et le possible dont je parlais tout à l'heure se produit avec Chani, et que Chani parvient à voir en Arthur, je vais prendre en Arthur, autre chose, un autre gamin que ceux qu'il a été aperçu et ceux par quoi il a été défini jusqu'à présent. Si Arthur se rend compte qu'un adulte, pour une fois, le regarde tel qu'il a envie d'être. On est d'accord? Oui. Voilà. Et ben moi, ça me donne le frisson, ce que je vous raconte, parce que je pense que vous le vivez. Oui. On est au quotidien avec eux. Mais c'est plus que ça, vous voyez. Là, moi, merci d'être là et merci de partager. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout ne vous découragez pas. Aujourd'hui, nous rentrons dans une forme de résistance à un rouleau compresseur qui est en train de complètement laminer notre secteur, et la PJJ, il y aura tellement de choses à dire sur la PJJ, mais ce rouleau compresseur, il ne s'agit pas de se mettre devant, il ne s'agit pas de faire comme un Tiananmen et puis de se mettre devant le char, ça ne va pas marcher cette affaire, le rouleau compresseur, il va vous écraser. Ce qu'il faut faire, c'est, moi, mon métier, il est, s'il y a un seul gamin, même si en sortie il récidive, s'il y a un seul gamin qui à un moment donné, il y a eu la rencontre possible, il y a eu un partage, il s'est aperçu autrement, et bien c'est gagné. Et je vais vous dire pourquoi c'est gagné. Une monitrice éducatrice, de retour de son stage dans une MEX, me faisait part d'un événement qui s'était produit. Un ancien de la MEX revenait sur la MEX. Vous allez voir, on va se comprendre sur ce que je dis. Et il revenait sur la MEX, pas à n'importe quel moment, il revenait accompagné de sa compagne, et lui, il portait son petit enfant qui venait de naître. Et il venait montrer à sa famille, sa petite famille, un lieu où il avait passé du temps. Manque de peau, il n'y avait plus personne de l'équipe éducative témoin de la période dans laquelle il était. Et les seules traces qu'ils ont trouvées dans l'établissement, c'était le mot m'échappe, c'est pourquoi j'en ai besoin. Le cahier où on note tout le consigne. C'est cahier de consigne chez nous. Oui, mais il y a un nom spécifique, la merde qui m'échappe et qui dit bien là, où on marque tous les passages à l'acte. Donc, il n'y avait que le récapitulatif de tout ce qui avait dysfonctionné. Il était un petit peu dépité quand même. Et, attendez, l'histoire n'est pas finie. Au moment où il repart, il y a l'homme d'entretien de l'établissement qui, lui, était présent. Et qui dit cette remarque, alors que le jeune est reparti, que sa famille est repartie, il dit « J'aurais jamais pensé que c'est lui qui revienne tellement qu'il nous en avait fait baver à l'époque. » C'est souvent ça. C'est eux qui reviennent. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous parlez de petites graines semées, vous voyez, petites graines semées, c'est sûr que Darmanin, le graine semée, il n'en a rien à foutre. C'est sûr que les financeurs n'en ont rien à foutre. Oui. Mais la PJJ maintient quand même son cap. Oui, tenez. Oui. Ça va être très rapide. Moi, je suggère une utopie à la profession du social. Ce serait de séquestrer un banquier ou un économiste
et de lui donner comme mission impérative de prouver à nos hommes d'État que ça coûte moins cher de s'intéresser à la clinique que de détruire, remonter, pilonner les institutions comme ça se fait actuellement. Et là, je pense que l'intelligence artificielle pourrait servir à quelque chose. Alors, dans la même collection, hein, je vous renvoie à un livre de Sophie Moreau, hein, votre formatrice à la PJJ, à l'école de Lille, hein, si mes souvenirs sont bons, sur le métier d'éduc, métier sur le fil, là, sur le fil du rasoir, très beau. Je l'avais interviewée au passage. J'avais fait un podcast sur juste une courte page publicitaire sur la radio du web Esprit Occitanie, où j'invite les intellectuels du secteur dans mon émission Sentinelle d'Humanité. Donc je vous invite à faire ça. Et j'aime bien votre galéjade, voilà. Madame. Très belle maison. Oui, merci pour Sophie, Sophie Moreau. Merci pour Sophie. Mais j'aime bien votre galéjade, madame. Mais vous savez, parfois, ce qui me met en colère, et ça va me ramener à un chapitre de l'ouvrage, si nous voulons que nos métiers soient reconnus, il va falloir que nous sortions, que nous nous extirpions de l'infantile, j'écris. C'est-à-dire qu'il faut que nous cessions de nous laisser convaincre que ce que nous faisons n'est presque rien, que ce que nous faisons est flou, que nos résultats ne sont pas évaluables. Vous voyez, toutes ces difficultés, il faut que nous nous extirpions de ces... Je l'entends trop dire encore, et je l'ai vu dernièrement sur LinkedIn, écrit « Notre métier est tellement flou ». Non, notre métier n'est pas flou. Notre métier parvient à des résultats. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que sans kidnapper un banquier, vous avez Amartya Sen et Stiglitz qui ont produit Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Hein, c'est un Indien. Hein, il n'est pas dans la structure psychique de l'Occident. Et il montre comment il est possible de penser l'économie autrement que la forme qui nous est imposée aujourd'hui. Ce rapport, il existe, il a été déposé auprès de l'ONU, il a été déposé auprès du Conseil de l'Europe. Nous, professionnels, nous nous en saisissons pas. Nous n'arrivons pas à défendre l'idée et à selon laquelle notre métier, comme vous venez de le dire, dégage des plus-values. Rien qu'on dit des plus-values, c'est une insulte dans ce métier. Le plus-value, c'est qu'effectivement, vous avez raison, que des jeunes ayant commis des actes de délinquance ne retournent pas du jour au lendemain dans un parcours social normé, mais que ces jeunes-là ne récidivent pas au moins dans les 1 an qui suit leur sortie, eh ben nous sommes sur une étape. Nous sommes sur une étape. Et ça, il faut que nous le valorisions. Ça a du prix. Voilà. Et nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à le faire. D'ailleurs, tu viens d'employer ça a du prix, mais nous sommes dans quelque chose que les économistes disent, c'est le hors-prix. C'est le hors-prix. Et le hors-prix, c'est l'innovation sociale. En fait, c'est ça qu'il faut, en effet... Tu as un chapitre, et parce que le temps avance, il nous reste juste quelques minutes. À un moment donné, à la page 110, tu dis c'est la faute à Rousseau et c'est peut-être la faute à Freud. Là, c'est quoi, là, pour Émile, c'est la faute à Rousseau, c'est à Freud. Là, tu es dans la... C'est quoi, ce passage ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? C'est la faute... Et tu dis, réussite totale ou échec complet ? La faute à Rousseau, dans Émile, l'éducation, et Freud, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et on va conclure, sauf s'il y a une prise de parole encore. Voilà. Là, 110, la plage 110, la photo. Ouais. Comment dire ça bref, mais il y a tellement à dire. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir Philippe Mérieux comme directeur de thèse. Et j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur. Et j'ai failli, ma thèse n'a failli ne pas être validée parce que dans ma thèse, je m'attaque à Jean-Jacques Rousseau. Or, Jean-Jacques Rousseau est un intouchable en éducation. Un intouchable. Et même Philippe Mérieux me disait, Philippe,
calme-toi. Ce pauvre Jean-Jacques Rousseau, laisse-le tranquille. C'est pas à Jean-Jacques Rousseau que j'en veux, c'est à ceux qui ont pris au pied de la lettre ce que écrit Jean-Jacques Rousseau dans les 1000. Là où je suis satisfait, c'est que dans le dialogue avec Xavier Bouchereau, c'est quoi ? Pourquoi croyons-nous à l'éducation ? C'est ça le titre ? Parce que nous croyons. Moi, je vous invite à lire. C'est un petit dialogue, c'est facile à lire. Et là, à un moment donné, je l'ai souligné, Philippe Mérieux dit « Jean-Jacques Rousseau n'a jamais été un éducateur ». Bon, pourquoi c'est la faute à Jean-Jacques ? Parce que Jean-Jacques Rousseau dit il est plus facile de fabriquer un citoyen que de construire un humain. Entre les deux, entre le citoyen et l'humain, il faut choisir. Et lui choisit, il dit je vais fabriquer un citoyen. Et il dit comment on fabrique un citoyen. Donc il se réfléchit. Enfin, voilà. Sur ça. Donc Jean-Jacques Rousseau. Et plus grave, tout de suite après, quelques lignes après, je vous renvoie au livre 1, c'est dans le livre 1. Et il dit jamais je ne m'occupe. Vous voyez, il se dote d'un enfant imaginaire. Vous voyez les 1000, hein, bon, je la fais courte. Et il dit jamais je ne m'occuperai d'un enfant kakoshim, on dirait débile aujourd'hui, parce que inutile à lui-même et à la société. Voilà. Et il conclut qu'un autre que moi-même s'en occupe, j'admets cette charité. Nos métiers sont renvoyés du côté de la charité. En 2000, il y a un rapport du MEDEF qui demande à l'État d'arrêter de subventionner la santé, l'éducation nationale et la solidarité, et de se replier sur la justice, l'armée et puis la police. Des activités régaliennes. Voilà. Donc la faute à Rousseau, parce que c'est ça, c'est lui qui nous a dévalorisé, le premier dévalorisé le métier. La faute à Freud, et je vais il y a peut-être des freudiennes à la Oui, forcément. Mais Freud, pourquoi Freud ? Parce que, à part 2 fois dans son œuvre, dans la préface à Echorn, et puis dans Malaise et la civilisation, il parle de ces 3 impossibles métiers, et dont l'impossible métier d'éducateur. Et ça a toujours été mal compris. Alors, moi je dis, il faut sortir de cette idée, de cette représentation du moi et dire que être éducateur est véritablement un métier, et un métier extrêmement complexe. Merci. Alors, d'autres questions? Sinon, on va conclure, parce que Philippe, tout à l'heure, sera à votre disposition. D'abord, vous pouvez, bien entendu, vous procurer le livre à côté, il y a tout ce qu'il faut. 20 €, c'est une très belle maison d'édition encore, quand même. Vous pouvez le faire dédicacer. Hein, et puis ça c'est important, on garde souvenir, il faut garder une trace de cela. Et puis, vous pourrez discuter avec lui en tête à tête. On a le temps. La maison Ombre Blanche nous laisse encore cet espace, bien entendu. Pas de frustration particulière, c'est bon, on est allé jusqu'au bout. Bon, ben écoutez, merci. En tout cas, un grand merci d'avoir été là. Et on peut applaudir Philippe. Non. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre avec Philippe Gabeyran, auteur de courts traités d'éducation spécialisée aux éditions RS, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 14 mars 2026 et réalisé et mis en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.